Moi, quasiment tous les soirs, je me retrouvais dans mon lit, je regardais le plafond, j'avais les larmes aux yeux et je réfléchissais à qu'est-ce que je fous ici, qu'est-ce que je vais faire demain. Il y a personne sur cette terre qui va me faire abandonner, ça n'existe pas. Tu vois, après ce que j'ai vécu, c'est impossible. Je lui explique moi la situation et il me dit de manière très franche, il me dit rentre. Au moment où je prends mon téléphone et que je fais des vidéos, je sais pas vraiment pourquoi je l'ai fait. Parce que 99% des gens qui sont devenus créateurs de contenu, au début, ils prenaient leur téléphone, ils savaient pas ce qu'ils faisaient, quoi. Je pense qu'il faut y aller, tu vois, il faut y aller, et ensuite, c'est comme ça que t'apprends, tu vois, c'est en faisant que t'apprends, et j'arrive à faire des centaines de milliers de vues, et qu'est-ce que ça va donner plus tard, je sais pas, mais en tout cas, je vais essayer, comme ça, j'aurai pas de regrets. On est dans une société où les gens cherchent de plus en plus de l'authenticité, de la spontanéité, et moi, je me bats pour ça, et ce que j'essaye de transmettre comme message, c'est vraiment, voilà, moi, j'ai essayé ça, voici ce qui s'est passé, tu vois. Bienvenue sur High Value Entrepreneur, je suis Roger. Les entrepreneurs cool et performants dont tu penses qu'ils n'ont pas besoin d'aide sont ceux que j'accompagne. Ce podcast est produit par l'agence Tête de Tigre, l'agence de podcast audio et vidéo. Bon visionnage et bonne écoute. Salut Clément. Salut. Trop content de t'avoir. T'es un des invités qu'on a sur la saison 2 que je connais le moins. Ouais. En tout cas, avec qui on n'a pas véritablement échangé. Pas discuté, ouais. Donc, on a plein de connaissances en commun. On vient d'en croiser une qui vient juste de partir, juste avant. On m'a dit, Roger, tu dois avoir Clément dans ton podcast. C'est un super client pour toi. On papote, on discute, on trouve le moment. Ça se cale plutôt rapidement. Moi, je découvre ton profil, qui tu es. Je t'avais vu dans 2-3 endroits, okay. Par-ci par-là, surtout sur Instagram. Ouais. Donc ton visage me dit quelque chose. Okay. On voit et d'un seul coup, je découvre ton profil et surtout celui sur TikTok. Ouais. Et la question que j'ai envie de te poser, parce que je vais pas te présenter le puisqu'on découvre pendant le podcast, c'est ça change quoi dans la vie d'une personne d'avoir des millions de followers sur TikTok et d'avoir une aussi grosse communauté que tu peux avoir sur les réseaux sociaux? Ça change quoi? J'ai envie de te dire, s'il y a deux côtés, ça change beaucoup de choses d'un point de vue extérieur, mais ça change rien d'un point de vue intérieur. Et Dieu merci, je suis très bien entouré, parce que ça peut vite monter à la tête en fait d'avoir beaucoup de entre guillemets de notoriété, même si il y a des gens qui sont bien plus connus que moi. J'ai la chance d'être pas mal suivi, donc ça peut changer pas mal de choses, mais intérieurement j'ai pas changé. Donc moi Clément, je reste la même personne avec mes proches, avec mes amis. Par contre, c'est vrai, ça serait mentir de ne pas le dire, c'est que ça offre des possibilités en plus, ça ouvre des portes qui n'étaient pas ouvertes auparavant, on rencontre des gens qu'on n'était pas censé rencontrer, on est invité dans des endroits dans lesquels on n'était pas censé être invité. Typiquement, je suis sur ce podcast parce que j'ai une communauté, sinon totalement. Ouais. La personne ne t'aurait pas recommandé mon profil. Enfin, ça ouvre des portes en fait. Donc ça change beaucoup de choses. Après, il m'arrive plein de trucs marrants aussi. Voilà, on me reconnaît tous les jours dans la rue, on me reconnaît. C'est marrant, les gens viennent me voir, me disent j'aime bien ce que tu fais, ou d'ailleurs j'aime pas ce que tu fais, mais c'est toujours très bienveillant. Voilà. Donc c'est cool, ça change beaucoup de choses. La dernière fois, je te raconte une anecdote, on va chez Apple pour acheter un iPhone, parce que du coup, on en reparlera sûrement après, mais j'ai une agence et on fait du contenu, du coup on utilise des iPhones. Je vais chez Apple, à peine arrivé, je fais 2 pas, le vendeur oh viens avec moi, je sais ce que tu fais, j'adore ce que tu fais, c'est moi qui vais te servir aujourd'hui, tu vois. Et le mec hyper sympa, il nous met entre guillemets, il nous met bien dans le Apple, il nous met à l'aise. Juste parce qu'il sait ce que je fais sur les réseaux et parce qu'il aime bien mon contenu. Donc il y a plein d'aspects extrêmement positifs du point de vue extérieur en tout cas. Sur TikTok, on peut devenir, j'exagère quand je veux dire qu'on peut avoir des millions de followers du jour au lendemain, mais ouais, mais c'est un peu ça. Quasiment ça. Toi, t'as toujours voulu avoir une communauté? Ça a toujours été important pour toi d'aller sur ce sujet-là, ou t'es un peu tombé dedans par hasard? Alors non, c'était pas du tout quelque chose avec lequel j'étais à l'aise de base. Moi, j'aimais pas les réseaux sociaux, en fait, il y a encore quelques années. Pourquoi? Parce que j'ai un parcours sportif, moi, du coup. Je viens du sport de haut niveau, de base. Et en fait, c'est vrai que dans ce monde-là, les réseaux sociaux, c'est un peu mal vu. C'est quelque chose qu'il faut toujours maîtriser, faut être accompagné, etc. Je fais du foot pendant très longtemps. Et du coup, j'avais toujours mes comptes réseaux sociaux, par exemple sur Instagram, en bloqué. J'avais pas TikTok, ça m'intéressait pas. Et je suis tombé dedans par hasard. Donc à la suite de mon parcours sportif, ça s'est un peu mal passé sur la fin. J'ai un peu arrêté, en tout cas le haut niveau. Et j'ai comme par hasard un pote à moi qui s'est lancé sur TikTok
depuis les États-Unis. En fait, j'étais aux États-Unis aussi pour le foot, et lui aussi. Il s'est lancé et il a complètement explosé sur TikTok à l'heure où en France on ne connaissait même pas TikTok, où on pensait que c'était encore une appli pour les ados. Il a explosé et voilà, il faisait des trucs classiques quoi. Et ça cassait pas trop pattes à un canard entre guillemets, mais c'était marrant, c'était créatif et ça m'a ouvert les yeux un peu sur l'opportunité TikTok et je me suis dit oula, attends, moi j'ai des choses à raconter, j'ai des choses à dire. Pourquoi est-ce que je prendrais pas mon téléphone pour essayer? J'ai essayé. C'était au tout début de TikTok en France et ça a explosé. Donc je suis un peu tombé dedans comme ça par un petit truc d'audace. Je me suis dit allez, je prends mon téléphone, j'essaye. J'ai jamais arrêté. C'est quoi les opportunités que t'as vues rapidement? En fait, sur TikTok au début, comme tu le disais, c'est un peu le seul réseau. Et aujourd'hui, c'est de plus en plus difficile. Mais il y a 2 ans, 3 ans, c'était vraiment hallucinant à quel point il suffisait simplement de faire du contenu pour exploser en fait. Et du coup, c'est cette opportunité là que j'ai vue. Je me suis dit, attends, mais moi j'ai des choses à raconter. J'ai vécu quand même des choses. J'ai une vie qui, voilà, j'étais assez jeune et je le suis encore, mais j'ai la chance d'avoir vécu pas mal de choses. Ouais, je raconte des choses que j'aimerais, enfin que j'aurais aimé qu'on me raconte à moi quand j'étais plus jeune. Et du coup, ça a marché. Première vidéo, ça a fait, je crois, 80 000 vues. Deuxième vidéo, 200 000 vues. Je me suis dit, oula, il y a des gens qui sont intéressés par ce que je raconte, par ce que je montre. Je vais continuer. Et puis, tu racontais quoi? Je racontais des anecdotes, par exemple, sur la première vidéo que j'ai faite, c'était comment je faisais de l'achat-revente sur des sneakers ou sur des vêtements. Comme j'habitais aux États-Unis, je les chopais moins cher. J'expliquais ce que je faisais, je les chopais moins cher, je les revendais en France plus cher, ça me faisait une marge. Voilà, je me faisais un peu d'argent comme ça à côté de ce que je faisais. J'expliquais ça, ça a explosé. Donc c'était des petits trucs comme ça que je faisais, des petites méthodes, des petites astuces que je me mettais en place dans la vie de tous les jours, mais qui n'étaient pas extraordinaires. Et en fait, ça a intéressé les gens direct. L'opportunité que tu le vois, elle est business, elle est basée sur l'argent, elle est basée sur le fait de créer une communauté. C'était quoi là? Au début, je vois même pas d'opportunité. En fait, au début, c'est assez flou. Ouais. Et c'était les débuts de TikTok en plus, donc il y avait pas forcément de. Tu dis, il y a un coup à faire, il y a un truc à faire. Il y a un truc à faire, mais tu sais pas vraiment ce que tu fais en fait. La vérité, c'est ça, c'est que au moment où je prends mon téléphone et que je fais des vidéos, je sais pas vraiment pourquoi je les fais. Je sais juste que ça fait des vues, ça fait des pics de dopamine, je vois des notifications, je me dis putain, les gens ils sont intéressés, je reçois des commentaires qui me disent oh c'est cool ce que tu fais. Je me dis vas-y, allez, je vais continuer. Mais au début, tu vois pas forcément l'opportunité. Tout ce que tu te dis, c'est ah ouais, j'arrive à faire des centaines de milliers de vues. Qu'est-ce que ça va donner plus tard? Je sais pas, mais en tout cas, je vais essayer. Comme ça, j'aurai pas de regrets. Et puis après, par la suite, les opportunités business tombent parce que ton compte devient plus structuré. Tu réfléchis plus à ton contenu. Il y a des marques qui commencent à te tourner autour pour faire des partenariats. Tu commences à avoir de la visibilité, créer une communauté. Et donc après, c'est des mois et des mois après que tu vois l'opportunité business. Mais en vrai, au début, tu prends ton téléphone et tu fais des vidéos et tu sais même pas ce que tu fais. Et d'ailleurs, 95 ou 99% des gens qui sont devenus créateurs de contenu, au début, ils prenaient leur téléphone, ils savaient pas ce qu'ils faisaient, quoi. Je pense qu'il y a, c'est rigolo, je pense qu'il y a 2 teams. Allez, peut-être il y en a plus, mais en tout cas, il y en a 2 que je vois rapidement. Il y a ceux qui veulent faire des vidéos pour que ça pète. Absolument, qui le font avec l'intention de faire une vidéo qui va devenir virale. Il y a ceux un peu comme toi, encore aujourd'hui, parce que là, tu parles il y a quelques temps, en tout cas au début de TikTok, qui font des vidéos en se disant, ça peut être intéressant d'y faire quelque chose et de grandir, et qui pour le coup eux font des vidéos de dingue, alors que ceux qui se mettent énormément de temps à essayer de faire des vidéos virales. Donc il y a 2 teams en tout cas en termes de départ. Toi, tu conseilles quoi aux gens, par exemple, s'ils devaient leur donner un conseil rapidement? Vaut mieux commencer en se disant allez, va voir déjà comment ça se passe pour toi et ensuite grandis, ou alors vas-y avec une intention directe de grandir et de devenir viral. C'est quoi le meilleur conseil que tu peux donner rapidement là? Pour moi, la première option, c'est la meilleure. L'option de pas trop se prendre la tête, même si je sais que c'est extrêmement difficile, attention, j'en suis conscient, de pas se prendre la tête, essayer de créer du contenu, voilà, même s'il n'y a pas énormément de qualité, il n'y a pas énormément de réflexion derrière le contenu, mais juste le fait de se mettre à l'habitude de créer du contenu de manière régulière et de se mettre à l'aise avec le fait de potentiellement montrer son visage ou montrer sa vie ou montrer ce qu'on fait ou parler de ce qu'on fait, parce que c'est difficile. Moi, je conseille ça, de le faire, et ensuite de calculer, et ensuite de mettre plus de moyens, et ensuite de réfléchir un peu plus à une stratégie de viralité. Mais je pense qu'au début, faut y aller. C'est-à-dire qu'au début, faut pas trop se poser de questions. C'est pas grave s'il y a des petits bugs, c'est pas grave si on dit pas exactement ce qu'on voulait dire, si le message transmis n'est pas exactement celui qu'on aurait rêvé transmettre. Je pense qu'il faut y aller. Tu vois, il faut y aller, et ensuite, t'itères. C'est comme ça que t'apprends. Tu vois, c'est en faisant que t'apprends, et c'est d'autant plus vrai dans le contenu. Enfin, moi, je pense de mon expérience, t'apprends en faisant. Tu peux pas apprendre à devenir viral sans essayer de devenir viral. Donc les gens qui arrivent avec des strates comme des entreprises, ok, on va faire ça, alors qu'il n'y a pas de base
et que de base ils n'ont pas de communauté, ils n'ont pas forcément déjà créé du contenu, ils n'ont pas tiré des leçons sur le contenu qu'ils ont déjà créé, et qui arrivent avec une énorme strat en disant grâce à cette strat on va être viral, c'est faux, ça n'existe pas, parce qu'il y a tellement de choses qui changent de vidéo en vidéo, de photo en photo, enfin de contenu en contenu, que ta strat elle va forcément bouger. Donc au début tu y vas avec une intention de créer du contenu, ça doit être la seule intention, d'apporter de la valeur, de transmettre un message, de faire rire, enfin de transmettre une émotion selon le contenu. Et après, tu calcules étape par étape, quoi. À quel moment tu vois, parce que là, avec ton intention, c'était, allez, je vois qu'il peut se passer quelque chose sur cette plateforme-là. À quel moment tu vois que ça commence à devenir sérieux et que les choses commencent à devenir, on commence à te proposer des choses et tu commences à te dire, waouh, là, il se passe quelque chose pour moi. À quel moment ça arrive, ça? En fait, ça a été très vite, mais il y a eu plusieurs étapes. Alors, il y a eu la première étape où je me suis dit, c'est la première fois où je me suis dit, attends, là, je peux gagner de l'argent avec ce que je suis en train de faire, parce que je réalisais pas forcément. C'est un jour, je suis à la salle de sport, donc je devais avoir fait peut-être une trentaine de vidéos. Ça faisait même pas un mois que je faisais du contenu, ou un petit mois. Et je suis à la salle de sport, je reçois un coup de téléphone, et en fait, c'est une entreprise, une fintech qui m'appelle et qui me dit, on adore ce que tu fais, on voudrait que tu nous crées des vidéos. Et on te paye. Donc c'était à l'époque c'était des broutilles, mais c'était quand même. C'est combien des broutilles? Je sais pas, c'était 100 € la vidéo ou un truc comme ça, tu vois, ou 50 € la vidéo, je pourrais pas te dire exactement. Mais juste le fait de se dire, ok, attends, juste parce que j'ai pris mon téléphone et que j'ai créé du contenu, il y a des gens qui sont prêts à me payer pour que je fasse pareil pour parler de leur marque. Donc là, je me dis, oula, attends, je suis en train de devenir un influenceur. C'est un peu le réflexe que t'as, même si, bah, forcément, c'est pas vraiment le cas, mais tu te dis, ok, il y a un truc à faire en termes de monétisation. Et après, il y en a plein d'autres. Il y a des moments où bah tu reçois des propositions de 10 000 € pour faire une vidéo. Et là, bon, c'est bien plus loin dans mon parcours, mais là, tu dis, oula, il y a vraiment beaucoup d'argent dans ce milieu, il y a vraiment beaucoup d'argent à se faire. Et mon image vaut beaucoup d'argent, en fait. La communauté que j'ai réussi à créer, la confiance que eux ont en moi, vaut beaucoup d'argent et se monétise. Donc, il y a plein d'étapes comme ça où, généralement, ça se manifeste par des offres financières qu'on me fait où je me dis oula. Puis après bah il y a des, comme je te dis, quand on vient te reconnaître pour la première fois dans la rue, ça fait bizarre. Ah, c'est Parce drôle. que bah pour le coup, je suis pas un sportif de haut niveau, je suis pas une star de la chanson, je fais juste des vidéos sur internet quoi. Et tu vois, qu'il y ait quelqu'un qui vienne te voir dans la rue et qui te dise oh incroyable ce que tu fais, tu vois. Et devant, par exemple, enfin ça m'est arrivé une fois devant ma mère, quelqu'un vient me voir. Ma mère, elle est là, mais qu'est-ce qu'il fait ce mec-là, tu vois. Enfin, ça fait bizarre, tu vois. Mais ouais, il y a plein de moments comme ça où tu réalises que ouais, il se passe quelque chose. Là, t'es tout seul. Au début, t'es toujours tout seul ou tu t'entoures rapidement ou tu comprends que tu vas devoir faire ça tout seul. Comment ça se passe dans ta tête là? Ouais. Alors au tout début, on va dire les 6 premiers mois, je suis vraiment tout seul. Donc ça se maîtrise, je peux créer mon contenu. Après j'investis petit à petit, je me renseigne bah, justement sur le matos caméra et tout. C'est pour ça qu'aujourd'hui je connais un peu. Je me dis voilà, faut que j'arrive à en gros passer à un niveau supérieur dans mon contenu. Donc je commence à investir, mais je suis tout seul. Tu vois, je planifie tout seul, je crée tout seul, je monte tout seul. Et après petit à petit, je me dis attends là, il faut que je délègue pour pouvoir créer du contenu de meilleure qualité. Bah, il faut que j'engage un monteur qui lui va faire des choses que je suis incapable de faire. Je perds moins de temps, je peux me concentrer plus sur mon contenu. Donc je m'entoure dans un premier temps de monteurs vidéo. Et puis après, petit à petit, tu embauches des gens. Tu vois, là aujourd'hui, j'ai une personne qui gère à 100% mon contenu. Donc elle est vraiment là uniquement pour gérer mon contenu sur toutes les plateformes. Elle est en relation avec tous les monteurs qui travaillent pour mon contenu. Donc tu vois, il y a à peu près une dizaine de monteurs qui travaillent pour moi sur des contenus et des formats différents. Mais ouais, petit à petit, tu t'entoures de personnes. Mais moi, j'ai vite compris que pour créer beaucoup de contenu de qualité et à haute fréquence, il faut vite t'entourer, sinon c'est impossible de faire tout seul, c'est impossible. Tu dis 6 mois, c'est parce que tu dis 6 mois, il y a des gens, ils mettent des années avant de créer cet écosystème autour d'eux. Moi, je suis un peu comme toi, hein, j'ai très vite compris qu'il fallait être entouré rapidement, et la preuve en est aujourd'hui, tout ce qui est ici, moi je vais accompagner avec l'agence Tête de Tigre. Il y a des gens, ils mettent des années. Comment ça se fait que toi, là, qu'est-ce qui fait que dans ton esprit, tu vois ça rapidement comme une opportunité? Genre, ça vient d'où cette compréhension que d'aller plus loin, tout seul, ça va pas forcément être possible? En fait, je le vois et surtout, je le comprends à travers des discussions
avec des gens qui sont plus loin que moi dans cette réflexion-là et qui sont bien plus avancés que moi dans la création de contenu. Et j'ai la chance d'en rencontrer très rapidement, en fait, parce que quand tu fais du bon contenu, généralement, il y a des créateurs en fait qui te suivent et toi tu les suis. Du coup, tu discutes avec eux. C'est comme ça que tu rencontres à peu près tout le monde dans la sphère de la création de contenu et que tout le monde se connaît. Et donc moi, je posais les questions. En fait, je disais ouais, comment tu t'organises, est-ce que t'as un monteur, comment tu vois. Et c'est en fait ces gens-là, ils te donnent les réponses avant même que tu les trouves par toi-même, et ils te disent dès le départ, écoute, moi, si je m'étais entouré de ça et de ça et de ça et de tel type de personnes avant, j'en serais là aujourd'hui. Donc moi, dès le départ, je me suis dit ok, donc si ce mec-là il me dit ça, il va falloir que je l'écoute quand même. Donc je me suis entouré dès le départ. Mais j'ai eu de la chance d'avoir ces discussions-là en fait. Sinon, ça aurait été compliqué. T'aurais pu aussi avoir ces discussions-là. Il y a plein de gens qui ont dit tu devrais, ce serait bien que, et qui les appliquent pas aussi, parce que tu devrais t'entourer d'une. Ouais, mais attends, je préfère le faire moi-même. Je préfère faire mes erreurs moi-même. Ouais. Je préfère garder la qualité de mon contenu. Il y a que moi qui peux le faire. Je veux garder le contrôle. T'aurais pu rester dans ce mindset-là. Toi, quand tu vois que tu veux grandir, à ce moment-là, l'objectif, c'est quoi? Parce que ça y est, t'as vu. Tu sais que maintenant, peut-être que ça va devenir ton sujet principal. En tout cas, en tout cas, dans l'explication, ça part là-dessus. C'est quoi ton sujet, ton goal au moment où tu te dis, il faut que je m'entoure, il faut que je grandisse? C'est quoi la suite? Imagine. Du coup, comme je te disais, à peu près au bout de 6 mois, j'ai compris qu'il y avait une dimension financière, et il y avait une dimension au-delà de ça. Ça devenait un peu une passion, tu vois. J'aimais beaucoup ce que je faisais. Enfin, j'aime toujours ce que je fais, à faire des vidéos et à apporter de la valeur aux gens. Et les retours que j'en avais, ça me nourrissait en fait de bonheur. Du coup, c'est devenu vraiment une passion. Donc, il y a les deux aspects, il y a financier et la passion qui rentrent en jeu. Et je me dis, ok, il faut que j'arrive à structurer ça pour garder en fait ce que j'ai créé et pour aller le multiplier, pour pouvoir en créer quelque chose de grand, quoi, et quelque chose avec lequel je peux vivre, parce que vivre d'une passion, c'est compliqué. Et donc dès le début, je me suis dit il faut que j'arrive à créer tout un écosystème et tout un process en fait autour de moi qui fait que j'aurais pas de regrets, j'aurais tout essayé, j'aurais tout tenté. Alors oui, ça m'a coûté de l'argent d'engager des monteurs, d'engager des personnes pour m'aider, etc. Mais je me dis c'est un investissement, et à la fin, peu importe où j'en serai, je me serais dit, ok, cette opportunité-là, tu l'as saisie. Bon, t'as eu un peu de chance au début parce que c'était une combinaison de timing et enfin bref, je sais pas pourquoi ça a pété dès le début pour moi. T'arrives pas à l'expliquer? T'arrives pas à te l'expliquer aujourd'hui? En fait, je le sais un peu parce que j'étais un des seuls qui parlait entre guillemets business et entrepreneuriat sur la plateforme en France au tout début. Et je l'ai fait avec authenticité, donc j'ai raconté des vraies histoires, je racontais pas de conneries, alors qu'il y avait beaucoup de conneries il y a toujours beaucoup de conneries sur les réseaux. De plus en plus. Ouais. Donc je pense que ça a joué, le fait que j'étais un des premiers, et avec authenticité. Après, la vérité, c'est que il y a des vidéos qui ont explosé, je peux pas l'expliquer. Tu vois, ce serait un mensonge, encore une fois, de dire ah si, celle-là, je l'ai analysée, je sais pourquoi. Enfin, c'est pas vrai, il y a des vidéos qui ont pété. Je sais pas, tu vois, il y a des fois, il faut remettre ça aussi dans les mains de la chance, et c'est pour ça, quoi. C'est pour ça que... Et quand tu dis que tu veux faire un truc de grand, c'est quoi le truc grand que tu veux réaliser? Genre, en plus de cet écosystème, est-ce que ton idée, elle est précise? Est-ce que là, t'es arrivé au moment où t'es dans le grand que t'avais imaginé il y a quelques mois ou quelques années en arrière? Alors non, j'y suis pas encore, malheureusement. Après, c'est bien aussi, hein, il faut enjoy the process, comme ils disent les ricains. Mais non, j'y suis pas encore. Moi, l'objectif que je m'étais fixé à ce moment-là, où j'ai compris qu'il y avait quelque chose à faire, je me suis dit, je veux devenir la référence numéro 1 pour les jeunes dans le business en France. Aujourd'hui, on a des têtes d'affiche. Généralement, c'est des infopreneurs, tu vois. Là, il y a surtout Yomi et Oussama qu'on voit partout en ce moment, tu vois, par exemple. Et qui sont plutôt bons dans leur... En plus, ils sont bons, constants, et ils arrivent à maintenir le niveau... Exact. Ils sont extrêmement forts. Et en fait, moi, je m'étais dit, ok, attends, j'ai une opportunité, c'est d'aller titiller ces gens-là, tu vois. Donc là, je parle de Yomi et Oussama, mais il y en a plein d'autres qui sont qui m'inspirent beaucoup. Théo Lyon, par exemple, quelqu'un qui m'inspire. Mais donc, c'est comment est-ce que je vais titiller ces gens-là? J'ai l'opportunité. Alors, j'ai moins de bagages qu'eux, potentiellement. J'ai moins de moyens financiers qu'eux. Mais comment je crée quelque chose autour de moi qui me permet d'aller titiller ces gens-là? Aujourd'hui, j'y suis pas du tout. Je m'en rapproche petit à petit, jour après jour. L'objectif, c'est vraiment d'aller attraper ces gens-là, en fait, et d'être dans le top 3, top 5 des références dans l'entrepreneuriat en France. En tout cas, quand on demande aux gens c'est qui ta ref dans l'entrepreneuriat, surtout aux jeunes, en fait, moi, je cite beaucoup les jeunes qui disent Clément, tu vois. Ça, c'est mon objectif principal, et d'en inspirer un maximum, en fait. Tu penses que c'est faisable d'arriver au niveau de Yumi, Oussama, tous ces infopreneurs, pour ne citer que eux? Aujourd'hui, tu penses que c'est faisable?
Alors, je pense que au niveau de la notoriété, je pense que c'est faisable. Parce qu'en termes de visibilité, j'ai pas grand-chose à leur envier, sauf potentiellement sur YouTube, par exemple. Mais sinon, en termes de visibilité, j'ai pas grand-chose à leur envier, si on parle de chiffres. Par contre, sur le point de vue financier, je pense que ça va être compliqué d'atteindre leur niveau. Et puis, ça m'intéresse pas forcément. C'est pas ce qui m'anime le plus. Après, si j'y arrive, je le prends, hein, mais je pense pas que j'en serais capable. Mais ouais, l'objectif, c'est surtout au niveau de l'impact que j'ai sur les gens, en fait, que j'ai envie de calculer. Tu vois, j'ai pas envie de me dire, oh, je veux faire plus de vues qu'Yomi, ou je veux faire plus de vues qu'Oussama, parce que, enfin, ça va être compliqué, tu vois. Ou je veux être plus connu qu'eux, ou je veux gagner plus d'argent. C'est pas ça, moi. Je veux que quand la personne X ou le jeune X regarde la vidéo d'Yomi et regarde ma vidéo, qu'ils se disent, j'ai appris la même chose, voire j'ai plus appris dans la vidéo de Clément que dans la vidéo de Yomi. Et là, je compare avec Yomi, mais c'est un peu la même chose avec tout le monde, tu vois. Donc c'est un challenge parce que pour le moment, c'est pas le cas. Mais j'ai envie que, voilà, dans la tête des gens, ils se disent, j'ai tellement appris chez Clément que aujourd'hui c'est ma référence, tu vois. Là, tu fais de la référence. Là, si tu donnes une baguette magique, t'es la référence de quoi pour ces gens? Pour moi, l'entrepreneuriat chez les jeunes, tu vois. C'est-à-dire qu'un jeune qui est au lycée ou qui, même avant ça ou après, tu vois, dans ses études supérieures, il a envie de lancer un projet. Pour trouver de l'inspiration, il va sur ma chaîne YouTube, tu vois, ou il va sur mon Instagram. S'il a besoin de réponse, il va m'envoyer un message, tu vois, au lieu de l'envoyer à un autre infopreneur ou un autre entrepreneur, tu vois. C'est vraiment ça, en fait. Comment on fait pour inspirer les jeunes? Que là, pour le coup, en plus, TikTok, c'est une plateforme ultra jeune qui a vocation à grandir. Il y a plein de sujets sur TikTok. Les États-Unis, est-ce que ça va rester, pas rester? Est-ce qu'il y a un gros enjeu, limite géopolitique, en tout cas politique, ne serait que politique? Comment, toi, là, aujourd'hui, avant d'aller sur ces sujets-là, si on y va, comment on fait pour inspirer les jeunes aujourd'hui et devenir cette source d'inspiration? Je pense que on est dans une société où les gens cherchent de plus en plus de l'authenticité, de la spontanéité. Et moi, je me bats pour ça. Et ce que j'essaye de faire paraître dans mes contenus, ou en tout cas de transmettre comme message, c'est vraiment, voilà, moi j'ai essayé ça, voici ce qui s'est passé, tu vois. Vraiment dire ce que moi j'ai fait et donner les ressentis sur ce que moi j'en ai tiré comme leçon, sur ce que moi j'ai vu comme opportunité dans ce que j'ai tenté, pour qu'en fait ces jeunes-là s'identifient potentiellement à ce que j'ai fait moi, essayent par eux-mêmes ou n'essayent pas. En tout cas, qu'ils aient un peu les apprentissages de ce que moi j'ai fait, de l'argent que j'ai perdu, de l'argent que j'ai investi, des opportunités que j'ai saisies, de celles que je n'ai pas saisies, et qu'ils puissent se dire, ok, en ayant vu toute son expérience, en ayant un peu vu ses valeurs et ce que lui défend, et en me positionnant moi à côté de ça, est-ce que je vais essayer ce que lui il a essayé, ou est-ce que je vais essayer un autre truc? Tu vois, je me dis en fait la meilleure manière d'inspirer, c'est par l'exemple. Donc après, je suis encore jeune, j'ai pas une énorme carrière entrepreneuriale derrière moi, mais en tout cas, tout ce que je fais, j'essaie de le documenter pour pouvoir leur dire, voilà, moi j'ai tenté ça, voilà pourquoi tu devrais essayer, ou voilà pourquoi tu ne devrais pas essayer si tu es dans telle situation. Donc j'essaie d'inspirer un maximum en prenant mon exemple perso. Et après, ça m'arrive aussi beaucoup de fois de prendre les exemples d'autres personnes, en fait, parce que il y a des choses que moi j'ai pas réalisées, que je réaliserai peut-être jamais, mais que je trouve inspirantes pour le coup. Et donc j'essaye de raconter aussi des histoires des autres à travers mes contenus pour essayer d'inspirer. Mais je pense que la meilleure manière d'inspirer, c'est par l'exemple et par les leçons qu'on a retenues de nos expériences de vie, quoi. Pourquoi c'est si important pour toi d'inspirer? Genre, qu'est-ce qui fait que c'est... Parce que là, c'est quasiment une mission, en fait, là, de vouloir inspirer ces gens-là et de les... Pourquoi c'est si important pour toi? Écoute, je sais pas, moi, dans ma jeunesse, j'ai pas été inspiré, en fait. J'ai pas été inspiré, j'avais pas cette figure, en fait, qui me donnait envie d'aller plus loin, qui me disait que, mes barrières mentales, elles étaient inexistantes, que je pouvais aller pousser plus, que je pouvais aller viser plus haut, que mes ambitions pouvaient être plus élevées. J'avais pas ce truc-là, et tu vois, je pense que c'est assez profond parce que c'est un peu une revanche que j'ai envie de prendre. Parce que moi, comme je te le disais, j'ai eu un parcours de sportif de haut niveau, tu vois, depuis que j'ai... Dans quel domaine? Dans le foot. Ok. Depuis que je suis tout petit, je suis dans le foot à fond. Depuis que j'ai 13 ans, j'ai pas de vie parce que, voilà, j'ai tout sacrifié pour le foot, jusqu'à mes 17 ans où je suis carrément parti aux États-Unis pour le foot. Et en fait, dans cette quête-là, qui n'a rien à voir avec l'entrepreneuriat, hein, dans cette quête-là, j'ai pas eu de figure sur laquelle me reposer quand j'étais dans des moments de doute, quand j'avais besoin d'inspiration. Et je me dis que si j'avais eu cette figure-là, peut-être que ma carrière aurait été différente parce que pour le coup, je passais à ça. Je me dis voilà, peut-être que si j'avais eu ce mec-là ou cette femme-là qui m'inspirait,
bah j'aurais peut-être plus donné à tel entraînement et puis ça aurait mené à tel truc, enfin tu vois, de fil en aiguille. Donc je me dis peut-être que c'est inconsciemment une revanche vis-à-vis de ça, tu vois. La vérité c'est que la réponse à la question je l'ai pas vraiment. Pourquoi je veux inspirer autant, tu vois. Parce que là, on Voilà. voit vraiment que c'est quelque chose qui te tient énormément à cœur. Tu vois, genre, t'as fait un peu la comparaison entre businessment parlant, ok, si je gagne du cash, c'est très bien, mais finalement, ce que je veux véritablement pas louper, c'est le côté d'être, en tout cas, de donner l'opportunité à des jeunes de trouver de l'inspiration dans ce que tu as proposé. C'est le truc que tu veux véritablement pas louper, en tout cas, si j'ai bien compris. Ouais. Là, aujourd'hui, si tu as vu de l'inspiration, si tu as vu un Clément dans ta vie en scrollant sur TikTok, imaginons, tu penses que tu aurais réalisé quoi? Alors là, c'est une super question. Je sais pas. Je sais pas du tout. Je sais pas, mais je pense que déjà, j'aurais gagné quelques années en termes de maturité. J'aurais gagné quelques années en termes de leçons de vie. Je me serais évité moi-même de perdre du temps, de l'énergie, de l'argent, tout ce que tu veux dans des projets qui, au final, n'ont rien donné. Ouais, je pense que voilà, j'aurais évité plein de bêtises que j'ai faites en fait, et j'aurais compris bien plus de choses euh, que ce que je sais aujourd'hui, tu vois. Après, qu'est-ce que je serais avec moi, Clément, j'en sais rien. Probablement pas très différent de ce que je suis aujourd'hui, tu vois. En tout cas, au niveau des valeurs, etc. Après, je pense que ma carrière aurait été différente, tu vois. J'aurais sûrement pas fait de contenu parce que j'aurais trouvé ma Ouais. passion ailleurs, j'en sais rien. Mais ouais, c'est difficile comme question à répondre, mais je sais pas. En tout cas, je pense que ça m'aurait évité beaucoup de conneries. Et tu vois, moi, j'essaye dans mon contenu de dire en fait toutes les conneries que j'ai faites pour pas que les jeunes les fassent, tu vois. Et toutes les leçons que j'ai retenues, quoi. Le fait de pas être devenu footballeur pro, en tout cas de pas avoir eu cette carrière, comment toi tu l'as vécu? Ah, c'est dur, hein. C'est très dur. Bon, là, aujourd'hui, ça me pose plus aucun problème. Voilà, je me dis, c'est la vie, c'était mon destin, c'est comme ça. Il faut avancer, mais c'est très très dur parce que bah c'est difficile à expliquer pour les gens qui n'ont pas été dans cette situation, mais et le foot en particulier. Donc c'est pareil pour tous les sports, mais le foot, j'ai l'impression que c'est encore un niveau au-dessus, au niveau de ce qu'on y met en fait comme sacrifice et de ce qu'on y met comme énergie. Mais du coup, moi, depuis mes 5 ans, enfin depuis mes 4-5 ans, je suis sur un terrain de foot une fois par jour. Depuis mes 13-14 ans, je vois plus mes parents parce que bah, je suis loin pour le foot. Je suis partout en France, partout en Europe pour aller faire les matchs, pour aller jouer. À mes 17 ans, je rentre dans la cuisine et j'annonce à mes parents je vais aux États-Unis pour jouer là-bas pendant 4 ans. Donc, faut avoir la tête de mes parents, quoi. J'ai tout sacrifié déjà pour le foot. Et là, je leur dis, je m'en vais, je vais tout tenter de l'autre côté de l'Atlantique. Je pars à 12 000 kilomètres de chez vous. Je reviens une fois par an. Voilà. Ma petite sœur, je l'ai pas vue grandir. Donc, c'est énormément de sacrifices, en fait, qui ont été faits dans ma vie pour le foot. Et pour au final que ça donne rien, quoi. Donc ça m'a appris énormément. Je ne crache absolument pas sur ma carrière, même si elle est inexistante, mais sur ma jeune carrière de footballeur, parce que j'ai appris tellement la résilience, l'abnégation, le fait de jamais abandonner, toujours lever la tête. J'ai appris à me faire marcher dessus aussi. Ça, c'est une des grandes qualités que j'ai. Je sais me faire marcher dessus, en fait. Je sais ne pas me faire respecter. Et je trouve que c'est cool parce que bah, dans la vie, il y a beaucoup de gens qui ne nous respectent pas. Et si on arrive à bien gérer tout ça, généralement, on s'en sort bien. Donc j'ai appris énormément de choses, mais j'ai tellement sacrifié. Il y a plein de choses que je regrette. J'ai pas eu de jeunesse, j'ai jamais. Enfin moi, mes potes, ils sortaient le week-end, ils s'amusaient, ou le jeudi soir en soirée étudiante. Moi, je sais même pas ce que c'est ça. Tu vois, j'ai pas eu de jeunesse. Donc quand tu sacrifies autant de choses pour un seul truc, un seul objectif, et qu'au final t'y arrives pas, que tu passes à ça, tu vois, j'ai plein de potes aujourd'hui qui sont pros, qui jouent en Ligue 1, qui jouent en Ligue 2, qui jouent à l'étranger. Moi, je les regarde à la télé, tu vois. Donc, c'est très difficile à gérer. Mais en même temps, ça m'a donné tellement de force que je suis extrêmement content et reconnaissant d'avoir eu cette expérience, tu vois. Qu'est-ce qui a fait que t'es pas passé? Ah, c'est le talent. Je manquais de talent, tu vois. Tu jouais quel poste? Je jouais numéro 9. Ok. Ouais, donc je jouais attaquant et je pense que c'est le talent. Enfin, j'en suis même sûr, tu vois. Je suis pas passé loin, hein. Voilà, j'ai voyagé, j'ai joué au plus haut niveau possible chez les jeunes, mais le moment de signer ce contrat pro, c'est pas arrivé, tu vois. Pourquoi t'as abandonné? Parce que j'en pouvais plus. J'en pouvais plus. En fait, ça prend tout.
C'est inexplicable comme sensation, mais ça prend tout. Ça prend tes émotions, ça prend tes sentiments, ça prend ton stress, ça prend le contrôle de tout en fait, ce truc-là. Et à un moment donné, t'arrives à un point où tu te dis, c'est soit je continue dans le foot et je suis morose toute ma vie, et j'essaye de poursuivre le foot et de jouer en semi-pro toute ma vie et j'y arriverai pas. Je vais gagner très peu d'argent pour les sacrifices que ça représente. Et puis à 35 ans, grand max, j'ai plus de carrière. Il faut que je refasse une vie professionnelle. Ou alors t'arrêtes, tu coupes tout, ça va être difficile, mais au moins t'essayes de faire autre chose, quoi. Il y a un élément qui significatif pour toi, où tu te dis, ce jour-là, ou cette décision-là, ou ce qu'on t'a dit, qui fait que tu dis, là, c'est fini, c'est terminé, je suis un peu dans le foot, ou ça vient, ça vient avec le temps? Non, ça vient avec le temps. C'est-à-dire que c'est très difficile de s'en détacher, c'est un peu comme une drogue, et tous les sportifs, enfin tous les gens qui font du sport, ils se reconnaissent un peu là-dedans, c'est un peu comme une drogue en vérité, quand on commence à vraiment apprécier ce qu'on fait. Et ça vient petit à petit. C'est-à-dire que année après année, ou saison après saison, tu te rends compte que bah tu prends de moins en moins de plaisir à l'entraînement, tu prends de moins en moins de plaisir sur le terrain, t'apprécies plus, tu deviens tu deviens un peu conflictuel avec le staff. Ça vient petit à petit en fait. Et après il y a des choses qui te poussent, il y a des éléments marquants qui vont te pousser encore plus à penser ces choses-là. Mais ouais, ça vient petit à petit quoi. Et t'abandonnes, tu lâches petit à petit quoi. Il y a un jour dont tu te rappelles, ou en tout cas où tu te dis, ce jour-là, le jour où tu as décidé d'arrêter, où tu dis c'est terminé, tu peux nous en parler, si tu t'en rappelles? Ouais, le jour où j'ai décidé d'arrêter le foot à haut niveau, c'est quand j'étais aux États-Unis, donc la dernière année où je pouvais jouer en fait aux États-Unis, on va dire la dernière année de contrat. Il y a deux choix. C'est soit je rentre en France et je sais pas exactement ce que je vais faire, soit je reste aux États-Unis et j'essaye de percer aux États-Unis, mais c'est compliqué. C'est pas en MLS. La MLS, c'est l'équivalent de la Ligue 1 là-bas, pour ceux qui ne savent pas. Et c'est très compliqué d'aller en MLS, etc. Et à ce moment-là, j'ai pas le niveau d'aller en MLS. Donc c'est soit j'essaye de jouer dans un petit club pour ensuite une galère pas possible, soit je rentre en France et là c'est inconnu. Je sais pas ce que je fais, c'est une nouvelle aventure. Et j'ai une discussion avec mon coach et en fait mon coach aux États-Unis, c'est un coach qui avait énormément d'expérience, un vieux de la vieille en fait, quelqu'un qui a vu beaucoup de choses dans le foot. Et je lui explique moi la situation et il me dit de manière très franche, il me dit rentre. Il me dit en gros ça sert à rien. T'as pas le niveau, ça sert à rien, t'arriveras pas. T'es un bon joueur mais t'y arriveras pas. Tu vois. Et en fait, il me dit rentre. De toute façon, moi, j'ai plus de contrat avec toi. Ça sert à rien, rentre. Et j'ai appris. Enfin, c'est dur. Donc, tu prends un coup sur la tête, mais en même temps. Là, c'est quoi quelle émotion là Bah, t'as pas trop d'émotion. Tu prends tes clics et tes claques et tu t'en vas, quoi. Mais t'es un peu retourné. Mais aujourd'hui, quand j'y repense, je me dis, bah, c'est cool qu'il ait fait ça, quoi. Parce qu'au moins, c'était honnête, c'était dur sur le moment. Mais aujourd'hui, je suis pas en train de galérer au fin fond du Texas à me tuer la santé et à tout sacrifier pour poursuivre un rêve que je n'arriverai jamais à atteindre, quoi. Il a confirmé ce que tu pensais, finalement. Ouais, il a totalement confirmé ce que je pensais. Il a appuyé là où ça faisait mal, là où j'avais un peu des doutes ou entre guillemets encore un peu d'espoir. Il m'a complètement découpé, mais au moins j'ai vite compris et ça m'a forcé à prendre une décision rapide, quoi. Quand t'étais dans cette période-là, t'étais entouré? Parce que là, on voit que avec ce que tu fais, t'as vite compris qu'il fallait s'entourer pour réussir. Est-ce que là, t'étais entouré à ce moment-là? Non, je n'étais pas du tout entouré. Faut comprendre que là, je suis aux États-Unis tout seul. J'habite dans un appartement tout seul. Je suis à Phoenix, c'est une ville où il fait super chaud, j'ai pas mes repères. C'est une ville qui ressemble pas du tout à ce qu'on peut voir ici, par exemple à Paris ou en France. Je suis tout seul, quoi. Je suis tout seul, j'ai personne. J'ai mes potes de l'équipe, quoi, mais c'est pas leur vie qui. Ouais, c'est pas des Français, c'est différent, quoi. C'est pas des Français, c'est souvent des Américains ou des étrangers, des Mexicains, enfin. Ou des Européens, mais c'est pas des Français, c'est pas pareil. J'ai pas d'amis, voilà, j'ai personne sur qui compter là-bas, quoi. T'as une grosse période quand on voit ton parcours, en tout cas quand on le comprend, il y a un mot qui me vient, qui est genre la solitude. J'ai l'impression. Comment tu gères, comment t'as géré toute cette. En fait, c'est une solitude avec en plus de ça de la performance. Il doit forcément y avoir du questionnement énormément. Ouais. Comment tu l'as géré, toi, ça?
Ça, on me pose souvent la question. Je l'ai géré comme j'ai pu le gérer. En fait, j'avais pas de méthode C'est au particulière. day-to-day ou... Ouais, et je raconte souvent ce truc-là pour. Souvent, mes potes, ils me posent la question en fait, parce que généralement, c'est eux qui s'intéressent à comment j'ai ressenti la chose, sachant qu'ils savent très bien que c'était difficile. Et je prends souvent cette métaphore. Enfin, c'est même pas une métaphore, c'est la réalité, où je leur disais, écoute, moi, quasiment tous les soirs, je me retrouvais dans mon lit, je regardais le plafond blanc. J'avais les larmes aux yeux et je réfléchissais à qu'est-ce que je fous ici, qu'est-ce que je vais faire demain, quoi. Vraiment. Parce que, t'as personne pour qui en parler. Il y a 9 heures de décalage horaire, tout le monde dort en France. Tu peux pas appeler ta copine ou ton meilleur pote ou ta mère ou ton père pour en parler. Et puis, il y a aussi ce truc-là de fierté où, t'es parti en mission, normalement, t'as pas besoin des autres pour réussir, quoi. Enfin, c'est con, mais c'est un peu ce que je pensais à l'époque. Donc, tu te retrouves, ouais, en train de regarder le plafond comme ça, avec les larmes aux yeux, en train de te dire, qu'est-ce que je suis en train de faire? Et la réponse que Vraiment. tu trouvais à chaque fois, c'était quoi? Que t'es resté? C'était, je suis là, je vais jusqu'au bout, quoi. Je tente le tout pour le tout, je vais jusqu'au bout. J'ai tellement fait de sacrifices avant que je peux pas arrêter maintenant, quoi. Donc, t'avances. C'est de l'obstination avec un peu de recul ou c'est de la persévérance? Pour moi, c'est un mix des deux. Ok. Mais je dirais que c'est 80% d'obstination. J'aurais peut-être dû arrêter avant. T'aurais dû arrêter quand? J'aurais dû arrêter avant de partir aux États-Unis, je pense. J'ai adoré ce que j'ai fait, ça a changé ma vie. D'ailleurs, si je suis dans l'entrepreneuriat, c'est parce que j'ai découvert l'entrepreneuriat aux États-Unis, mais je pense que j'aurais dû arrêter avant. En fait, pour ma santé mentale, j'aurais dû arrêter avant. Comment ils gèrent ça, tes parents? Parce que là, tu restes un enfant à ce moment-là. Comment c'est passé avec tes parents? Ah, mes parents, c'est difficile, hein. Mes parents, pour eux, c'est très difficile. Après, je leur dis pas forcément sur le coup ce que je pense. Enfin, mon père m'a beaucoup aidé. Il a beaucoup pris sur lui. Lui aussi, il a passé des soirées où il me les raconte après ça, en fait. Il me les raconte quand je reviens des États-Unis. Mais il a passé beaucoup de soirées où il était pas bien. Lui, il regardait les matchs en plus parce que c'était des matchs qui étaient diffusés à la télé. Mais du coup, il se levait la nuit pour regarder les matchs et quand il voyait que je marquais pas, quand il voyait qu'on perdait, qu'il voyait que le coach me faisait sortir, il me disait c'était compliqué, quoi, parce que lui, il avait eu l'impression d'envoyer son fils au charbon et il pouvait rien faire pour lui, quoi. Il était pas là pour lui mettre une tape sur l'épaule quand il sortait du terrain pour lui dire ça va aller. Et donc mon père m'a beaucoup aidé entre guillemets à gérer mes émotions et à ne pas abandonner d'ailleurs. Mais après, c'était difficile pour eux. Ma mère aussi. Ma mère me l'a pas du tout montré, elle est assez forte là-dessus. Mais ouais, aujourd'hui, quand je leur en parle, c'était une période très très compliquée pour eux. Parce que ils laissent leur enfant tout seul, quoi. C'est quoi les conseils que ton père il te donnait? C'est des conseils que j'aurais dû écouter mais qu'on comprend pas sur le moment. C'est du foot. Et la plus belle chose qu'il m'ait dit, je pense, c'est du foot. C'est que du foot. C'est pas grave. Il y a tellement d'autres choses dans la vie. Arrête de te prendre la tête avec le foot. Et moi, je disais, mais tu comprends pas, le foot, c'est ma vie, en fait, tu vois. Et il me disait, mais non, c'est pas ta vie, en fait. C'est du foot. Et ça, en fait, aujourd'hui, je le comprends, mais avant, je le comprenais pas. Et tu l'écoutes pas, en fait. Tes parents, ils étaient dans le sport de niveau avant? Pas du tout? Ma mère, pas du tout. Mon père a joué au foot. C'est d'ailleurs pour ça que je suis rentré dans ce sport-là. Mais jamais, il a joué à très bon niveau, mais il a jamais été pro ou quoi que ce soit. Donc t'es tombé un peu, dans la marmite, un peu grâce à ton père, en tout cas au début. Ouais, carrément, ouais. Il avait des idées pour toi, parce que le foot, c'est quand même Ouais, c'est un milieu particulier, ouais. Ouais, moi j'en connais quelques-uns et j'ai pas mal d'amis en tout cas, et puis j'ai plein de potes et j'ai joué au foot. Alors j'étais pas bon du tout au foot, c'est pour ça que j'ai pas fait de carrière. Mais il y a quand même énormément de choses autour du sport, et tu en parlais, et autour du foot, avec tout ce que ça représente de devenir footballeur en plus. Ouais. Est-ce que avec un peu de recul, ou alors pas du tout, hein, est-ce que ta famille, ils ont dit c'est peut-être, ou ton père, putain, c'est peut-être lui qui va réaliser un rêve que j'aurais aimé, en tout cas. Ouais. Est-ce qu'il a transposé ça sur toi? Non. Ou ta famille en tout cas? Non, j'ai eu énormément de chance là-dessus. Parce que moi, je le voyais avec tous mes potes quand j'étais plus petit. Il y avait leur père qui était là tout le temps au match, etc. À les pousser, à aller parler aux entraîneurs pour qu'ils jouent plus. Faire les stages. À aller faire des stages. Chercher des détections, là. Des détections, ouais. Des essais dans des clubs, etc. Moi, mon père, il m'a toujours laissé faire ce que je voulais. Il était même plutôt réfractaire au fait que je signe dans de plus gros clubs, que j'aille plus loin, enfin que je signe à plus haut niveau à chaque fois, parce qu'il savait en fait que un jour ça allait me tomber dessus si je devenais pas pro, et que il savait pertinemment dès le début
que si je n'étais pas pro, j'allais en prendre, ça allait me prendre une claque tellement énorme que ça allait me faire énormément de mal, et lui, il voulait me protéger de ça. Donc il était même plutôt réfractaire au fait que je joue à haut niveau, tu vois. Ce qui est plutôt, quand j'y repense, c'est plutôt... C'est l'exact inverse dans quasiment 95% des cas. Ouais, c'était plutôt visionnaire de sa part, parce qu'il était assez lucide pour se dire que malheureusement dans le foot, il y en a 1 sur 10 000 qui réussit, quoi. Et bah oui, mon fils, il a du talent, mais est-ce que c'est celui-là? C'est compliqué, tu vois, d'être le 1 sur 10 000. Donc il a eu assez de lucidité, et ils m'ont jamais mis de pression. Ils m'ont toujours laissé faire, ils m'ont toujours poussé par contre dans ce que je faisais. Une fois que j'avais pris la décision, ils étaient toujours derrière moi. Mais ils m'ont pas mis de pression, et moi je l'ai vu avec des amis à moi ou des collègues, des coéquipiers. Ils avaient la pression de leur famille pour réussir, quoi. Et là, c'est encore plus dur, là. Je pense. Moi, ça, j'ai eu de la chance. Toi, là, t'as quelle relation avec tes parents à ce moment-là? Genre, c'est un soutien, mais parce que là, ils te protègent. Toi, t'as envie d'y aller. Ouais. T'as envie d'ouvrir les portes. Comment ça se passe? Ouais, moi, j'explose les portes, moi, pour le coup, tu vois. J'ai toujours eu beaucoup de caractère, même en étant jeune, et donc, du coup, des fois, ils étaient pas d'accord. Je disais, ça sera comme ça et pas autrement, tu vois. Et au bout d'un moment, ils cèdent parce qu'ils se disent, pour son bonheur et parce que c'est ce qu'il veut, on va pas l'empêcher, on va pas le restreindre, tu vois. Donc j'ai jamais eu de problème avec mes parents là-dessus. Bon, il y a eu des discussions, tu vois, des désaccords, mais ça a jamais été conflictuel. Tes parents, ils écoutent les podcasts? Alors ma mère regarde beaucoup ce que je fais. Elle essaye de regarder les vidéos, etc. Après, je t'avoue que non, ils regardent pas forcément beaucoup tous mes contenus, quoi. Quand ils tombent dessus, ils like, voilà, ils me disent, ah, j'ai regardé ta vidéo aujourd'hui, mais non, ils sont pas trop dans cette ère-là du digital, de toute façon. Là, on parle d'eux, là. Avec un peu de chance, ils vont nous regarder. Ouais. T'auras envie de leur dire quelque chose que potentiellement tu leur as pas dit, ou tu leur as jamais véritablement dit, ou ils ont jamais véritablement entendu? Généralement, je leur dis les choses quand même. Donc, plus difficilement avec mon père. Mais généralement, je leur dis les choses. Non, moi, un grand merci, tu vois. Si j'avais quelque chose à leur dire, c'est un grand merci pour tout ce qu'ils m'ont apporté, tout ce qu'ils m'ont inculqué comme valeur, moi, j'essaie de les retransmettre justement dans ce que je fais aujourd'hui. Donc, peu importe toutes mes actions, j'essaie de retransmettre les valeurs qu'ils m'ont inculquées. J'ai eu la chance d'avoir une énorme, une grande éducation. Vraiment, c'est comme ça que j'appellerais, une grande éducation avec de belles valeurs. Donc ouais, merci, un grand merci de m'avoir soutenu. Il y a des moments aussi, ils ont dû mettre des moyens financiers aussi pour soutenir mes rêves et pour supporter mes rêves. Donc ils se sont aussi un peu sacrifiés émotionnellement et financièrement des fois pour moi, pour un rêve que j'ai suivi. Donc ouais, la seule chose que j'ai à dire, c'est un grand merci, quoi. Et puis moi, j'essaye de leur redonner dès que je peux. Je leur redonnerai jamais tout ce qu'ils m'ont donné, mais dès que je peux, j'essaye de leur redonner, quoi. Question bête, on est entre mecs, milieu du sport, les émotions, c'est très compliqué. Une question que je crois que j'ai jamais posé cette question. Cette question, ça va être intéressant. T'as déjà dit je t'aime à tes parents? Ouais, j'ai déjà dit je t'aime à mes parents. Ouais. Ce qui est dingue, c'est que je pense que il y a beaucoup de gens qui l'ont jamais dit. Je trouve que c'est plutôt un truc cool. Moi, je passe beaucoup de temps à dire je t'aime à mes enfants, que je l'avais jamais dit, j'avais jamais dit à mes parents, et j'ai pas eu l'occasion de leur dire de manière globale. C'est un des sujets émotionnellement parlant. Quand on est un mec, quand on est dans le sport, quand on est chercher la performance, comment tu gères ça? Comment t'as géré cette partie-là, et surtout qu'est-ce que t'as appris? Ouais, alors les je t'aime, etc. à mes parents, j'ai encore du mal à le dire, hein, surtout avec mon père. Mais même lui, il a aussi du mal à... Il te l'a déjà dit? Oui, il me l'a déjà dit. Mais tu sens que c'est parce que... À Noël, sur un moment d'effusion. Ouais, en fait, c'est sur des trucs comme ça, c'est sur des moments un peu spéciaux, quoi, tu vois. Ma mère me le dit tout le temps. Moi, je lui dis aussi. Mais c'est vrai qu'il y a quand même ce truc-là où t'as du mal à le sortir, ce mot, je comprends pas. Enfin, c'est fou. Entre mecs, ouais. J'ai beaucoup de gens avec qui on bosse, surtout les mecs, avec les femmes, j'ai pas ce genre de problème-là, en tout cas, beaucoup moins. Mais le je t'aime à ton père, et que j'ai même des anecdotes où le papa savait qu'il allait le dire ou qu'il allait pas tarder. Il l'esquivait. Il est en train de fuir et tout. Et ce qui est très drôle, ça peut peut-être donner l'idée à quelqu'un de le faire. J'ai quelqu'un avec qui on bossait. Il dit, je lui dirai jamais, je fais, mec, il y a trop d'amour entre toi et ton père pour que vous puissiez pas vous le dire. Et je lui disais souvent, je fais, c'est quoi? Imagine, demain il disparaît, tu lui auras jamais dit. Jamais de ta vie, tu vois.
Il lui dit, et l'histoire se termine bien, je spoil l'histoire, et son père genre tombe malade genre 2 semaines plus tard, mais un truc vraiment pas cool. Et il a pas arrêté de me dire merci Roger de m'avoir limite obligé à lui dire, parce que si c'était pas quelque chose de grave, j'aurais loupé cette opportunité-là. Je pense qu'on a nous les mecs, en tout cas je parle là, pour moi pour le coup, je pense qu'on a un déficit à exprimer nos émotions. On n'a pas l'opportunité de pouvoir l'exprimer et qu'elle soit acceptée. Surtout toi dans le sport. Toi, là, comment t'as vécu ça, ou est-ce que t'es plus à l'aise avec ça aujourd'hui? Quand tu t'exprimes consciemment, tu parlais d'honnêteté, tu sais, de l'authenticité, tu vois. Comment toi t'arrives à le transposer ça? En fait, je pense que nous, enfin, en tout cas, là aujourd'hui, les hommes, il y a cette espèce de courant de masculinité, mais qui des fois ne veut plus rien dire. Et en fait, on consomme énormément de contenu, je pense, avec que ce soit à travers les médias classiques ou même les réseaux sociaux, qui nous pousse à croire en fait qu'un homme viril, c'est un homme qui n'est pas capable d'exprimer ses sentiments et qui doit être réfractaire au fait de s'ouvrir. Donc je sais pas à quoi c'est dû ce courant, je sais pas quelle est son origine, etc. Mais la vérité c'est qu'aujourd'hui il existe et on est tous un peu aspirés par ce truc-là. Et pour se mettre aux normes de la société, eh ben on va pas déroger à la règle, on va rentrer dans cette espèce de masculinité, ou en tout cas dans ce courant défini de la masculinité. Et on en est tous un peu victimes. Et moi le premier, et dans le sport c'est accentué parce que t'as ce truc là de voilà, testostérone, qui va être le plus fort, qui va être le meilleur, et qui va être le plus glacial dans son expression, et le plus fin, bref voilà, c'est des trucs qui sont bêtes, mais quand t'es dedans, bah tu fais comme tout le monde en fait. Il y a pas d'extraterrestre qui va dire je t'aime à ses coéquipiers, ou qui va exprimer tous ses sentiments. Alors là, ce match était incroyable. Enfin, il y a Giroud qui a essayé un peu. Hein. Il y a Giroud qui a eu 2-3 effusions de love ou de. Giroud, j'ai l'impression que bah déjà ça arrive à la fin de sa carrière. C'est c'est un homme qui est quand même assez mature. Tu vois, il va sur ses 40 ans. C'est un mec qui a vécu énormément de choses, qui a tout gagné. C'est aussi plus facile de parler quand t'as tout gagné. Enfin, faut se dire la vérité. Il a tout vécu. Et lui, ce qui l'a beaucoup aidé, c'est la religion, tu vois. Ouais. Et la religion, c'est quelque chose aussi d'extrêmement bien là-dessus, parce que ça te permet de comprendre en fait que exprimer tes émotions, etc. à tes proches, c'est une des valeurs qui est prônée par quasiment toutes les religions. Donc lui, ça l'a beaucoup aidé là-dessus. Mais 99% des gens dans le sport en général, c'est difficile. Et moi, avant mes 20 ans, je savais pas dire je t'aime. Et même, mes parents, j'avais énormément de mal à leur dire je t'aime, quoi. Mais même encore aujourd'hui, hein, j'en suis victime de ce truc-là. C'est un truc que tu vas améliorer, ou ça te va très bien comme ça? Non, c'est un truc que j'essaye d'améliorer. Après, pour moi, ça, c'est un travail sur des années et des années. Mais ouais, c'est un truc que j'essaye d'améliorer. Par exemple, aussi, le fait de passer du temps, ce qu'on va appeler quality time, tu vois, avec mes parents et ma famille, c'est un truc que j'essaye de plus en plus, parce que je l'ai jamais fait dans toute ma vie, en fait. Déjà, j'avais pas de temps avec eux, mais en plus de ça, quand j'avais du temps avec eux, j'étais ailleurs. Donc j'essaye aujourd'hui, quand je passe du temps avec eux, d'être présent dans le moment, parce que ça, pour moi, ça, c'est des choses qui ont pas de valeur, quoi. Qu'est-ce que t'as appris de cette époque que tu transposes dans ce que tu fais aujourd'hui? Ouais, tout. Honnêtement, toute la personne que je suis aujourd'hui, je l'ai appris à travers cette époque-là, d'à peu près mes 13 ans jusqu'à mes 21, 22 ans, la fin de mon aventure entre guillemets sportive. J'ai tout, parce qu'après l'entrepreneuriat résulte de ça. Sous forme de revanche sur la vie, j'ai lancé ma première entreprise, que j'ai d'ailleurs crashée. Tout résulte de ça. Tout ce que j'ai appris, l'humilité, l'authenticité, la spontanéité, le fait de dire la vérité, tout, la résilience, jamais abandonner. Tu vois, moi, il y a personne sur cette terre qui va me faire abandonner, tu vois. Genre, ça existe pas, tu vois. Après ce que j'ai vécu, c'est impossible. Mais un gun sur la tempe, j'abandonne pas. C'est impossible. J'ai trop fait, j'ai trop sacrifié pour abandonner, tu vois, c'est trop tard. Est-ce qu'on rentre dans un pattern que tu avais avec le foot? Parce que finalement, je reviens à ça, mais finalement, t'as abandonné avec le foot. En tout cas, t'as choisi d'arrêter cette obstination. C'est genre, c'est un peu, ça n'arrivera plus. Genre, je l'ai fait une fois, ça ne se reproduira plus. Je pense que c'est ça. Alors, j'ai pas la réponse, j'ai pas réfléchi à ça, mais je pense que c'est ça, tu vois. Ça, c'est ça, c'est sûr. C'est
je veux une revanche, tu vois. J'ai pas réussi là-dedans, mais crois-moi que je vais réussir dans quelque chose d'autre, tu vois. C'est un peu ça que mon cerveau me dit, j'ai l'impression. Et là, t'es plus dans le contrôle, parce qu'avant, là, c'est les gens qui décidaient pour toi. Là, tu penses que t'as plus entre guillemets, t'as plus de contrôle, t'as plus de contrôle sur... Il y a personne qui va décider pour toi de est-ce que oui, non, t'es accepté. Parce que là, c'est un peu ce qui se passe. Hein. Ouais. L'équipe de foot, c'est il y a des connexions, il y a plein de jeux. Là, pour le coup, ça t'appartient beaucoup plus. En tout cas, dans l'entrepreneuriat, on a cette clé qu'on peut aller chercher, où on peut aller voler. J'exagère en disant voler, mais qu'on peut aller s'arracher, qu'on peut aller chercher qui nous appartient à nous par l'énergie, par la détermination, par la persévérance. T'as l'impression d'être plus aux commandes. Ouais, c'est en vrai, on est maître de son propre destin dans l'entrepreneuriat. Ça prend vraiment sens, cette phrase, dans l'entrepreneuriat. Donc ouais, j'aime beaucoup parce que ça me permet d'avoir cette liberté, en fait, de me dire je suis le capitaine de mon navire et je fais ce que je veux. Et bien évidemment, je m'entoure de personnes qui sont alignées à ce que je veux faire et alignées à mes valeurs. Mais je reste quand même capitaine de mon navire, et quand j'ai envie de changer de cap, je le fais. C'est quoi tes enjeux actuellement ? Bah là, c'est ce qu'on disait un peu au début. À titre perso, c'est ça. C'est vraiment d'inspirer un maximum, généralement, de jeunes qui veulent lancer un projet, entrepreneuriat ou non, mais en tout cas qui ont des ambitions de lancer un projet, de leur donner toutes les clés pour le faire et de devenir un peu leur référence. En tout cas, c'est mon rêve, ça, à l'heure actuelle. Ça, c'est à titre perso. Et à titre pro, moi, j'ai ma société et j'aimerais bien faire le parallèle avec ma société et qu'on devienne une référence dans notre domaine, quoi. Là, les enjeux opérationnels, factuels, c'est quoi ? Genre, à quoi tu te heurtes actuellement pour arriver à ça ? Alors là, mon chantier principal, c'est YouTube. Donc moi, ma chaîne YouTube, j'essaie de la développer un maximum. C'est extrêmement compliqué, YouTube. Comment est-ce que ma chaîne YouTube, aujourd'hui, j'arrive à la faire passer dans le top 5 des chaînes business en France, quoi. Pourquoi c'est dur, YouTube ? Parce que YouTube, c'est du travail. Moi, j'ai une facilité sur le contenu rapide. Donc, j'ai une facilité à délivrer des messages rapidement, de manière dynamique. YouTube, il faut faire une vraie connexion avec son audience. Il faut se dévoiler aussi. Ça aussi, c'est un travail que j'essaye de faire de plus en plus. On est pile en train de faire. Exactement. Finalement. On est pile en train de faire. Il faut structurer ses idées de manière plus intelligente, je pense, que sur le format court. Il faut être beaucoup plus rigoureux, il faut être beaucoup plus constant dans la durée. Donc en fait, ça amène un niveau de difficulté supérieur sur tous les aspects de la création de contenu pour moi, YouTube. Tu sais que moi, c'est tout l'inverse. Ah moi, moi, le contenu court, et je suis content d'avoir ce podcast et d'avoir l'opportunité de le faire pour créer du contenu, parce que le contenu court, ça me casse les couilles. Okay. Littéralement, ça me rend ouf. Je trouve ça trop rapide. Je trouve que c'est un avis totalement perso. Hein, on peut en débattre, ça peut être, et je pense que tu vas peut-être me faire changer d'avis, mais je trouve ça chiant. J'ai supprimé TikTok de mon téléphone. Parce que je trouvais que la valeur, elle est trop instantanée, c'est trop du scroll on parlait de dopamine, ton petit shot de dopamine là, constant, tu vois, moi ça me rendait pas bien, pour de vrai. Mais physiquement, j'en parlais, j'avais fait une story là-dessus où je disais, quand je vais sur TikTok et que je sors de TikTok, physiologiquement parlant, je me sens pas bien. J'ai l'impression d'avoir perdu quelque chose. Ah ouais. C'est comme si ça m'avait aspiré, tu vois. Alors, c'est comme limite une overdose, je pense. Alors que j'y allais pas souvent et je consommais du contenu musical et des trucs drôles. Et quand j'ai arrêté, j'ai dit waouh. Quand je m'observe, je me sens pas giga bien en le faisant, parce que la valeur, je la trouvais pas. La valeur, elle est bizarre. Je trouve c'est du consommable rapidement. Et je pense qu'aussi parce que je sais pas le faire. Donc ça me ramène peut-être à des trucs à moi, genre, t'aimes pas, et en plus, tu serais même pas en mesure de le faire. Donc il y avait beaucoup de choses très bizarres avec TikTok. Donc je l'ai supprimé totalement de mon téléphone. J'ai gardé que Instagram et YouTube. Mais je trouve ça éphémère, le content snack. Éphémère, et on se l'approprie pas vraiment. Pour moi, c'est ultra dur, le contenu court. Et j'ai trop de la chance d'avoir le podcast pour avoir des extraits où c'est pas moi qui suis dedans, où je mets en valeur des invités comme toi derrière. Mais je trouve ça excessivement dur. Je trouve que c'est plus dur que le contenu long terme, pour moi en tout cas. Ouais. Non, mais je vois ce que tu veux dire. Il y a plusieurs personnes qui me l'ont déjà dit, ça. Le fait que ça soit extrêmement éphémère et qu'ils ne soient pas à l'aise avec la création d'un contenu, en fait, qui reste pas. Je le comprends. Après, je pense que c'est quand même plus facile pour moi de créer du contenu court, parce que ça demande tout simplement moins de travail, en fait. En vérité, ça demande moins de travail, moins de réflexion.
Et on peut, en fait, ces nouveaux là, ce nouveau format qui est arrivé par TikTok, il nous permet en fait de délivrer de la valeur ou délivrer un message ou de transmettre une émotion en un claquement de doigts. Et ça, pour moi, c'est révolutionnaire, tu vois. Enfin, c'est même pas que pour moi. D'ailleurs, ça a changé la manière dont on consomme du contenu et ça a changé toute la société. Mais du coup, je pense que c'est une opportunité quand même aujourd'hui d'avoir ces outils-là pour transmettre des messages de manière hyper rapide, hyper claire, hyper limpide, sans que ça prenne la tête aux gens. Après, d'un autre côté, ça crée tous ces abus dont tu as parlé, où les gens deviennent dépendants à cette espèce d'attitude de scroll. Voilà, ça devient un espèce de muscle du pouce qui se développe. Et mentalement, on retient plus du tout. On n'a plus aucune capacité d'attention. Donc oui, c'est difficile. Et moi, je sais que j'ai un problème avec ça parce que je contribue à rendre les gens qui me suivent addicts de plus en plus à ce truc-là. Donc t'as quand même ce paradigme entre moi qui fais du contenu, pour que mon contenu marche, il faut que les gens le regardent, mais si les gens le regardent, ils vont tomber dans ce truc-là de je ne fais que scroller et je détruis mon esprit avec tout ce contenu que je consomme rapidement. Donc il y a quand même ce paradigme, c'est difficile de jouer entre les deux. Donc j'en suis conscient, mais c'est dur. Mais c'est pour ça que des fois, dans mes contenus, moi j'hésite même pas à dire carrément, sors de l'application. Et après, ok, t'as vu ma vidéo, cette vidéo, c'est la dernière vidéo que t'as vue de la journée, sors et va bosser, ou sors et va faire un truc, quoi. Et je le dis, mais c'est difficile, tu vois. Et ouais, mais après, moi, pour revenir au contenu court versus contenu long, pour moi, c'est vraiment la facilité de réalisation, la facilité d'accès au contenu court qui prime, et c'est pour ça que je pense que tu devrais te concentrer dessus aussi. J'ai essayé. Et après, moins du côté consommateur, tu vois, plus du côté créateur. Ouais. Parce que, par exemple, moi, j'ai plus Instagram, j'ai plus aucun réseau sur mon téléphone, tu vois, justement pour lutter contre ces problèmes-là. Donc, et puis après, je fais des tests. Par exemple, là, ça fait 1 mois que j'ai plus du tout aucun réseau social sur mon téléphone parce que, bah, justement, je passais trop de temps dessus et moi aussi, je me comparais. Enfin, j'aime pas ces trucs-là. Donc, j'ai arrêté. Mais, par contre, je suis toujours dans la réflexion pour créer du contenu court. Et je pense qu'il faut que tu arrives à te séparer de cet aspect négatif et néfaste de ce format de contenu pour te dire, OK, comment est-ce que j'utilise cet outil pour délivrer ce que j'ai envie de délivrer, tu vois. Parce que ce que tu délivres à travers ton podcast, il y a des messages clés que tu peux délivrer en 30 secondes ou en 1 minute à travers des formats courts, tu vois. Et t'as pas besoin de consommer du contenu pour réfléchir à ça, tu vois. Je suis en plein là-dedans. Le podcast, il est vraiment à limite en termes de strat dans ma tête. C'est grosso modo, j'aime pas le faire. Il fallait que je trouve une alternative pour le faire. Ok, du coup. Donc du coup, le podcast ultra. Et je suis moi-même surpris je vois gentiment la force arriver de ce format court avec ce qu'on fait actuellement et le fait de faire rapidement. Genre, je vois la rapidité de. Tu parlais de gens qui reconnaissent dans la rue. Ça m'a déjà arrivé quelques fois. Mais depuis quel podcast? Ça t'arrive? Ça m'arrive très souvent. Genre en mode ils oublient même que je travaille avec des entrepreneurs à la base en one-one depuis des années pour développer des business. Un podcast, que je suis derrière avec des gens depuis archi longtemps. On développe des trucs de malade, de dingue avec certaines personnes. Là, limite, ça fait genre, limite, c'est toi qui as un podcast. Je fais, oh les gars. C'est pas ce que je fais. C'est pas à la base, c'est pas ça, tu vois. Donc, j'ai vu cette force et qu'est-ce que ça peut produire pour les gens. Est-ce que toi, tu t'engageras peut-être plus tard au fait que ce soit régulé ou en tout cas sur le fait que ça a un impact sur les jeunes, parce que tu parles des jeunes. Est-ce que toi, c'est dans ton spectre, en tout cas dans tes idées, de t'impliquer peut-être plus? Là, il y a plein de choses qui se passent avec les influenceurs. TikTok aussi, il se passe des choses. Est-ce que ça va rester, pas rester? Il y a des sujets qui Twitter, il y a plein de sujets. Twitter, ils ont trouvé un truc, mais c'est un sujet. Toi, comment tu vis quand tu vas vivre la suite? Est-ce que tu vas vouloir t'impliquer peut-être à plus grande échelle sur ces sujets-là? Ouais, alors c'est pareil, c'est une question qui est compliquée à répondre parce que pour le coup, il y a une contradiction du fait que moi, j'ai besoin du contenu pour vivre aussi maintenant puisque c'est mon activité principale et même c'est ce qu'on vend avec notre société. Donc j'ai vraiment besoin que ce contenu existe encore, tu vois. Donc voilà, c'est le premier constat. Constat 2, je sais que ça fait beaucoup de mal et que ça doit être régulé, qu'il y a beaucoup d'abus, que les algorithmes nous prennent la tête et c'est des magiciens, voilà, ils font beaucoup de mal à la santé mentale et encore plus aux générations qui arrivent. Donc j'ai ces 2 constats-là. Je sais que dans mon contenu perso,
j'adresse beaucoup quand même le constat numéro 2 qui est le côté néfaste. J'essaye un maximum à mon échelle de faire du contenu qui sert pas à rien, qui est pas là pour te bousiller le cerveau. J'essaye de faire du contenu qui apporte quelque chose, qui fait que t'apprennes quelque chose. Comme ça, la personne au moins, certes, elle passe son temps à scroller, mais si elle scrolle sur mon contenu, je sais qu'elle a pas perdu son temps. Normalement, j'ai bien fait mes vidéos. Elle devrait apprendre quelque chose, quoi. Donc, elle aura perdu son temps en scrollant sur les réseaux, mais elle aura quand même en contrepartie appris certaines choses. Donc j'essaie à mon échelle de contribuer à ça. Par contre, m'engager pour l'instant, tu vois, je l'ai pas fait. Je sais pas exactement comment je pourrais le faire d'ailleurs. Après, ouais, sur tout ce qui est régulation et tout, moi je fais hyper attention, j'essaie d'être transparent, c'est-à-dire que quand je travaille avec une marque, je le dis direct, je travaille avec la marque, tu vois, je passe même pas par quatre chemins, je le dis direct, de toute façon les gens sont capables de le voir aujourd'hui. Mais ouais, tu vois, je pense que ça m'amène pardon même à une réflexion de me dire comment est-ce que moi je pourrais contribuer à toutes ces choses-là, parce que j'ai une force de frappe, j'ai une visibilité. C'est vrai qu'il y a des choses à faire aussi, tu vois, auxquelles j'ai pas encore pensé. Sur le côté inspirationnel, je pense que là, on en discute entre nous. C'est pas filmé, c'est entre nous, mais c'est vrai que dans la vocation, ils vont grandir avec toi, tous ces gens-là. Ouais. Et c'est ce coup d'après, quand on est entrepreneur, qu'on va toujours chercher. En tout cas, moi, c'est quelque chose que je prône, de se dire, attends, juste, le but, c'est pas de rentrer dans la paranoïa, d'essayer de tout planifier, mais de se dire, je veux aussi grandir avec mon audience. On a vu dans la musique, on grandit. Là, les années 80, il y a des spectacles que pour les gens des années 80, parce qu'ils ont grandi avec leur truc. Il y a un moment de vide, mais les choses peuvent revenir aussi. Toi, tu as des millions de personnes qui te suivent sur TikTok, sur Insta. D'avoir un impact sur le long terme pour eux et de la durée aussi de ton parcours, c'est un truc auquel tu penses, auquel tu te vois dans 5, allez, imaginons, 3 ans, juste déjà sur TikTok et les réseaux sociaux, 3 ans, c'est énorme. 3 ans, tu te vois où? Ouais, alors moi, ça, c'est un truc que j'ai toujours dit, contrairement à d'autres créateurs qui sont d'ailleurs dans mon secteur, que je n'ai jamais entendu dire ça. Moi, je serai là dans 10 ans. C'est-à-dire que je serai encore en train de faire des vidéos dans 10 ans. Je sais pas sur quelle plateforme, mais je serai là. Parce que j'ai pas commencé pour rien. Et justement, ces personnes-là que j'accompagne à travers mon contenu, j'ai pas envie de les laisser. Tu vois, pas le tube de l'été, quoi. Enfin, en tout cas, j'ai pas du tout envie de l'être. Je sais pas si je le suis ou pas, mais j'ai pas du tout envie de l'être. C'est pas du tout mon ambition. Et je sais que je serai là dans 10 ans. Comment, sous quelle forme, quel format, comment je parle, ce que je fais, j'en sais rien. Ça, par contre, je peux pas répondre. Ça va trop vite. Par contre, je sais que je serai là. Je serai là pour ces gens-là à travers mon contenu. Parce que, tout simplement, je reçois des messages, des fois, qui me font dire qu'il faut que je sois là dans 10 ans. Tu vois, des gens qui sont perdus, qui m'utilisent comme repère. C'est assez impressionnant. Des fois, tu reçois des messages de personnes qui te disent, en gros, j'étais au bord du suicide. Avec tes vidéos, je me suis remis dans un projet. Ce projet m'a fait me sortir du suicide. Donc, indirectement, la personne, je l'ai pas sauvée, j'aurais pas la prétention de dire ça, mais je lui ai fait penser à autre chose, et par le fait qu'il ait pensé à autre chose, il se soit mis dans un projet, et ça l'a sorti du suicide, tu vois. Et j'en reçois plein des messages comme ça. Suicide ou autre chose, tu vois. Et je me dis, pour ces gens-là, je peux pas arrêter, tu vois, je peux pas arrêter. Donc après, il y en a qui diront que oui, je suis esclave de mon contenu, que je suis incapable de lâcher mon contenu. Ok, d'accord, mais au moins j'ai trouvé un truc qui me plaît, ça fait du bien à certaines personnes. Je pense que c'est déjà très honorable, quoi. Et surtout que qui n'est pas esclave de quelque chose qui lui apporte du cash, qui lui fait plaisir. C'est ça. Il y en a pas beaucoup des choses qui font autant de choses, hein, honnêtement. Mais en fait, ce qui est intéressant avec cette partie-là de esclave de son contenu, oui, après, en termes d'organisation, en termes de structure, il y a moyen de faire des choses. Et pour de vrai, quand on travaille quelque part, bah, t'es esclave de ton salaire, t'es esclave de ta maison. Je pense que malheureusement, l'idée, elle est pas suffisamment aboutie pour que ce sujet-là soit aussi simple à résumer. Donc, esclave de ton contenu, peut-être, mais esclave de quelque chose que tu aimes faire, dans lequel tu te sens bien, là, c'est plutôt pas mal. Je pense que on veut tous être esclave de son contenu si on arrive à ce niveau-là. On arrive à la fin du podcast. Qu'est-ce que tu aimerais que les gens retiennent de notre échange? Écoute, on a parlé d'un truc dont je m'attendais pas à ce qu'on parle, qui était toute la partie football, là. Tu vois, c'est une partie que j'adresse pas sur les réseaux, ça, pour le coup. Donc, je donne tout ce que j'ai retenu de cette période-là, mais je parle pas de cette période, parce qu'en vérité, c'est quand même quelque chose qui reste douloureux, et ça fait quand même 10 ans de ma vie qui n'ont pas été faciles à gérer, tu vois. Donc, ouais, si j'ai envie que les gens, j'ai envie que les gens retiennent cette partie-là, qui se disent, ouais, je fais du contenu sur les réseaux, mais j'ai aussi une histoire, et c'est cette histoire qui a amené au fait que je fais du contenu sur les réseaux, et toutes les valeurs que, en gros, vous voyez à travers mes vidéos viennent de cette histoire, quoi.
Qu'est-ce que je peux te souhaiter pour la suite? Écoute, d'atteindre ce fameux objectif de devenir une référence en termes d'inspiration et dans la tête des jeunes qui veulent lancer des projets. C'est mon objectif principal, donc ça serait cool. Trop cool. Je te remercie Clément, merci beaucoup. Bah, merci à toi de m'avoir invité, c'était un honneur et puis à la prochaine. À la prochaine. Là, on est au moment de l'after podcast. Ouais. C'est le moment où on débrief. Comment tu t'es senti pour le podcast? Est-ce qu'il y a un sujet que tu veux qu'on aborde qu'on n'a pas vraiment abordé? On est resté beaucoup sur ton parcours perso. Peut-être que là, tu as envie de parler peut-être de pro ou d'un sujet qu'on n'a pas vraiment abordé. Ouais, c'est vrai qu'on a parlé perso. Ouais, on n'a pas parlé de ce que je faisais c'était quoi mon métier en fait. C'est quoi ton métier? Mon métier, alors en fait moi je suis cofondateur d'une agence de communication qui s'appelle Horus. Et justement on est spécialisé dans les formats courts. Putain, voilà. Tu vas peut-être résoudre un problème. Donc en fait on accompagne les entreprises. Généralement on bosse avec les grands groupes en fait parce qu'on a des offres qui sont très adaptées aux grands groupes. Et on fait tout ce qui va être conseil, strat, mais aussi production et post-production, mais de formats uniquement verticaux, téléphone, vidéo. Okay. Donc format TikTok en gros, tu vois. Okay. Et on accompagne des clients, comme je t'ai dit, grands groupes, donc on bosse avec Orange, Nexity, La Poste. C'est quoi la problématique quand ils viennent te voir? C'est qu'en fait, eux, ils ont des problématiques de soit communication interne, soit externe. Ils cherchent un moyen de transmettre des messages, donc soit si c'est en interne aux collaborateurs directement, ou en externe à leur cible, dépendamment du message, de manière rapide, efficace et un peu fun, dynamique, tu vois. Ouais. Donc c'est vraiment les problématiques. Si c'est en interne, généralement on leur aide, en gros on transpose leur message que d'habitude ils t'envoient dans des newsletters qui sont nuls à chier et que personne lit là, dans les grands groupes, à des vidéos en fait. Donc par exemple on l'a fait avec Orange et ça a cartonné. Du coup ils transmettent les messages, par exemple ils ont annoncé un nouveau projet, au lieu de te l'annoncer dans une newsletter pourrie ou alors dans la vidéo du PDG qui dure 15 minutes, qui t'explique de manière très soutenue, etc., conventionnelle. Nous on le fait avec une vidéo d'1 minute, c'est un collaborateur qui se met en scène, c'est un TikTok quoi. C'est un TikTok archi rapide. En fait, les grosses entreprises font appel à vous parce qu'en fait, elles ne maîtrisent pas les codes de la nouvelle communication et que, en fait, on est tellement tous dessus sur le téléphone qu'on a la communication un peu, la télévision prend très très cher. Ouais, c'est obsolète en fait, ça devient obsolète. Et ils savent pas faire. Et toi, comment t'arrives à le faire? Genre, parce que ils arrivent avec, il y a plein de codes dans les grands groupes. Hein, je sais comment ça fonctionne. T'arrives, il y a des process, c'est long, l'inertie entre l'idée de l'action, l'action qu'on va mettre en place, le feedback de l'action, du truc. C'est long. Comment tu arrives à faire ça? Ouais, alors en gros, nous, sur les grands groupes, on est plutôt bon parce qu'on a vraiment développé un process où en gros, on se greffe aux grands groupes et on vient leur casser tout leur process de production de contenu, tu vois. Donc en fait, on devient un projet à part, généralement qui est géré par un département. Et dans ce département, on vient casser tous ces process, tu vois. On leur dit en gros, voilà, aujourd'hui vous avez un message, le message il est message A, vous avez telle manière de le distribuer qui est la manière conventionnelle un peu pourrie. Voilà comment nous on va détruire tout ça et tous ces points de validation pour arriver à un contenu qui va être fait en 1 heure avec un iPhone, avec un micro vite fait, et un collaborateur qui va être monté rapidement sur un logiciel de montage, limite avec son téléphone, et qui va avoir beaucoup plus d'impact quand les gens vont recevoir le message en fait, tu vois. Donc c'est vraiment ça sur lequel on intervient. Et après, donc ça c'est en interne. Et après en externe, ça prend beaucoup de formes. Donc tu as des campagnes d'influence, tu as de la gestion de comptes. Typiquement on gère le compte TikTok de Nexity qui marche pas mal. Donc là on réfléchit des vidéos, on les produit. Et pareil, là quand tu interviens dans un projet comme ça où c'est la création et la gestion d'un compte TikTok d'un grand groupe, tu viens casser tous ces process. T'arrives, t'as un projet annexe, t'as un budget qui est dédié, mais nous on arrive là-dedans, on dit non mais les process ça marche plus, voici comment on fait, vous nous donnez juste les idées, le reste on se débrouille, tu vois. C'est un peu comme ça. Là la suite, une fois que, alors il y a 2 choses, est-ce que le contenu vertical, tu penses qu'il va durer, toi? Moi je pense que le contenu vertical va durer très longtemps, oui. Après les plateformes je sais pas. Ok. T'as un doute sur les plateformes? Ouais, parce qu'il y a quand même une rotation des plateformes qui se fait à peu près tous les 10-15 ans.
Tu vois, aujourd'hui, Facebook, c'est très peu utilisé. Ça revient, Facebook. J'ai l'impression que ça. En tout cas, il y a un truc qui dit, en termes de stats, ça revient gentiment, tu vois. T'es pas d'accord? T'as le droit de pas être Non, d'accord, je suis je pas maîtrise d'accord. pas le sujet. En fait, je pense que ça Moi, en tout revient, cas. ça revient chez les. En fait, pour moi, c'est pas que ça revient, c'est que la génération plus de 55 ans découvre aujourd'hui Facebook, pardon. Ok. Donc en fait, tu as un bond de personnes de plus de 55 ans qui utilisent quotidiennement Facebook, tu vois. Ok. Par contre, l'utilisation chez les jeunes, elle fait que de baisser, tu vois. Ok. Et au final, bah, à un moment donné, avec les années, ça va basculer, tu vois. C'est-à-dire que l'utilisation de Facebook, et de toute façon, on le voit déjà sur les 5 dernières années, elle ne fait que de baisser. Là, TikTok, elle va en poupe. Instagram, ça se stabilise. Mais généralement, tu as une rotation, tu vois. Je pense que dans 10 ans, Instagram, je sais pas, tu vois. Après, ils ont été bons avec les Reels et tout. Mais dans 10 ans, Instagram, je demande à voir. Dans 10 ans, TikTok, je demande à voir. Je sais pas ce que ça donnera. YouTube. YouTube, pour moi, ça restera indéfiniment. Parce que c'est plus qu'un réseau social, c'est une plateforme de divertissement. En fait, c'est un peu le Netflix ultime sur lequel n'importe qui peut faire un film, tu vois. C'est vrai, c'est vrai. C'est un peu comme ça que je le vois. Instagram, aujourd'hui, ça représente quoi pour toi dans ton écosystème? Parce que il y a TikTok, oui, ça fait partie un peu de ton personal branding, mais Instagram, aujourd'hui? Instagram, tu vois, j'ai beaucoup de mal avec Instagram parce que c'est une plateforme sur laquelle je me retrouve pas forcément. C'est beaucoup de je montre ce que je fais, je montre ma vie, etc. Dans l'entrepreneuriat, c'est généralement adossé à j'ai une meilleure vie que toi. Tu vois, le mec money. voilà, j'ai un peu l'impression que c'est ça, et j'en suis victime aussi, je le fais, tu vois, j'en suis conscient, c'est ce que je disais là tout à l'heure dans mon contenu. Donc Instagram, je suis pas très à l'aise avec ça. Par contre, ce que j'aime bien sur Instagram, c'est les fonctionnalités où en fait tu peux interagir avec les gens directement. C'est ouf que TikTok le fasse pas. Parce qu'en fait, je pense que s'ils le font sur TikTok, ça va complètement péter. Par exemple, moi, si j'active les messages sur TikTok, mon téléphone il saute, je pense, tu vois. Parce que en fait, avec une vidéo, tu peux être n'importe qui, mettre une vidéo, ça va exploser. Or, sur Instagram, c'est quand même assez maîtrisé. Tu mets une story. Il y a pas beaucoup les gens peuvent interagir, mais toi, tu peux filtrer les gens avec qui tu as envie de répondre. C'est quand même assez bien fait, tu vois. Là où TikTok, ils n'ont pas cette maturité. S'ils ouvrent les messages, laisse tomber, ça, c'est pas possible. Enfin, je pense pas que ça soit possible, tu vois. Tu penses qu'ils vont pas le faire, en tout cas pas dans ces conditions actuelles? Mais en fait, ils ont activé là une fonctionnalité où en gros n'importe qui peut t'envoyer un message. Mais par exemple, les gros créateurs, ils ne l'activent pas cette fonctionnalité. Moi, je l'active pas parce que sinon, tu peux pas. Enfin, les gens t'envoient un message, en plus, tu peux pas les traiter. Les messages, c'est trop mal fait. Du coup, ça n'a pas d'intérêt, tu vois, pour l'instant. Putain, moi, tu vois, genre TikTok, j'ai grave j'ai du mal avec TikTok. Alors que Instagram, je me dis, c'est un peu le truc un peu. Peut-être parce que je suis plus installé aussi sur Insta. C'est ça aussi, t'es plus à l'aise. Et c'est plus fluide. Genre, et j'ai l'impression que c'est aussi plus vieux. Ça commence aussi c'est plus mature comme réseau. C'est plus mature. Mais dans tous les aspects, c'est plus mature sur l'audience qui consomme et c'est plus mature sur les fonctionnalités du réseau social en lui-même, tu vois. Parce que finalement, le cash, il est sur Instagram. Sur TikTok, c'est le potentiel. Ouais, non. Sur TikTok, il commence à avoir beaucoup d'argent. Hein. Ouais. Et en plus, ils ont fait un truc de monétisation. Là, maintenant, tu peux monétiser tes contenus directement comme sur YouTube. Ok. Sur TikTok, c'est solide. Hein. À partir de 10 000 abonnés, tu gagnes 1 euro tous les 1000 vues, à peu près. Ok. Enfin, un peu moins. Ça, c'est ce qu'ils annoncent. Ouais. Donc, c'est-à-dire qu'il faut qu'on aille sur TikTok? Ouais, il faut y aller. On est sur TikTok. Par exemple, si ça décolle pas, si quelqu'un qui n'arrive pas à décoller sur TikTok, ce serait quoi le conseil que tu pourrais lui donner? Autant une entreprise que c'est à toi de choisir, une entreprise ou un individuel. Faisons les deux. Alors, il y a tellement de choses. Un truc qu'il faut absolument pas qu'il loupe. C'est la régularité. Putain, j'en étais sûr que tu allais dire ça. Ouais, mais en fait, c'est tellement bateau, mais c'est tellement vrai en même temps. C'est-à-dire que sur TikTok, il y a des exemples de personnes qui ont publié des contenus pendant des mois et qui n'ont jamais réussi. Et le 92e contenu, il a explosé, tu sais pas pourquoi. Et les gens, en faisant ça, la régularité sur TikTok, parce que sur YouTube, je comprends. D'être régulier, parce que le contenu, tu peux le revoir. 10 ans plus tard, tu peux regarder la même vidéo, entre guillemets, si elle est quali, si elle est un peu sympa, tu vois. Sur TikTok, est-ce que les gens, vraiment, vont re-regarder les contenus? Parce qu'en fait, tu peux t'abonner à quelqu'un et pas voir son content. Ouais. C'est ça qui est ouf. Alors, du coup, nous, ça, c'est des questions, on est archi spécialisés là-dedans. Ouais. D'ailleurs, on a organisé un événement avec TikTok France où, en gros, on répondait à toutes ces questions. Et on était la seule agence à avoir fait, on est d'ailleurs toujours la seule agence à avoir co-organisé un événement avec TikTok, tu vois, France. Et justement, c'était pour répondre à toutes ces problématiques. Et en gros, il y a deux choses qu'il faut savoir. C'est que sur TikTok, une personne va s'abonner à ton compte. Et une fois qu'elle est abonnée, elle va voir un contenu sur 7 publiés.
Donc toi, tu publies 7 vidéos, moi je suis abonné à ton compte, j'en vois qu'une seule sur les 7, généralement dans mon feed. Sauf si je suis un méga fan et que je fais que de commenter tout le temps tes vidéos, je vais peut-être en voir 2 ou 3. Mais tu ne vois jamais l'intégralité du contenu d'une personne à laquelle tu es abonné, tout simplement parce que c'est ce mécanisme de feed automatique, c'est pas comme sur YouTube où tu tapes une recherche, ou sur Insta. Donc il y a ça, mais pourquoi est-ce que mathématiquement, la régularité, c'est la clé sur TikTok et encore plus que sur tous les autres réseaux, parce que chaque contenu est indépendant et que si tu veux maximiser tes chances de réussite, mathématiquement, plus tu publies de contenu, plus tu as de chances que ton contenu explose. Okay. Donc, mathématiquement, une personne qui va publier 100 contenus par mois aura plus de chances d'exploser que toi, si tu en publies 20 par mois. Tu vois. Encore maintenant ? Encore maintenant. Même si, moi, je suis un grand défenseur du fait qu'il faut se concentrer sur la qualité plutôt que sur la quantité. Et donc, produire 100 contenus par mois, c'est sûr qu'il va y avoir un déficit au niveau de la qualité. T'en produis 20, c'est sûr que tes contenus sont de bonne qualité. Mais, mathématiquement, la personne qui en publie 100, elle aura plus de chances de percer que toi. Est-ce qu'il n'y a pas un problème avec cette idée de qualité versus quantité ? Genre, je pense que c'est un peu aujourd'hui, dans l'entrepreneuriat ou dans la progression, les gens, ils veulent que ce soit rapide, beau, moins cher. Tu sais, genre, je pense qu'on n'a plus le luxe. Après, ça pourrait être un débat intéressant, mais je pense qu'on n'a plus le luxe entre quantité ou qualité. Je pense que c'est quantité et qualité. Genre, je pense que l'enjeu véritablement se joue à ça. Avant, il y avait, parti pris, quantité, tu vois. Et la qualité, on améliorera. Est-ce qu'aujourd'hui, finalement, c'est pas genre quantité et qualité, tu vois ? Si, c'est vrai, c'est une bonne observation, ça. Aujourd'hui, c'est qualité et quantité. Les gens, ils s'attendent à avoir beaucoup de contenu, mais de qualité. Mais parce qu'aussi, les outils évoluent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, faire beaucoup de contenu de qualité, c'est pas compliqué. C'est plus compliqué. C'est moins... En tout cas, c'est... Je sais pas si c'est pas... Pour nous, c'est pas compliqué, parce que moi, peut-être que c'est mon métier, que je parle avec un biais, mais je pense qu'avec les outils qu'on a et les ressources qu'on a aujourd'hui, n'importe qui peut créer du contenu en quantité, tout en gardant un niveau de qualité satisfaisant, tu vois. Et ce qui est ouf, pour avoir discuté avec plein de créateurs de contenu qui sont sur YouTube, parce que partout, je bosse avec pas mal de gens en création de contenu, mais il y a des fois des contenus qui sont de médiocre qualité. Ouais, bien sûr. Alors médiocre. C'est-à-dire qu'ils sont pas aussi aboutis que par exemple ce qu'on est en train de faire là avec des belles cams, une belle lumière, un beau truc, et qui eux par exemple prônent l'authenticité dans la création de contenu. Tu vois, genre il y a ce truc un peu schizophrène, tu vois, genre il faut faire du qualité, en même temps être authentique, mais avoir des bons trucs, mais en même temps être archi naturel. Tu vois, il y a ce. Qu'est-ce que t'en penses ? Ouais, ça c'est une grande question aussi. Ouais. Moi, j'ai opté sur la qualité quand même, tu vois. Okay. Je sais que mes vidéos, elles sont tournées avec une caméra, un bon micro, dans un studio, enfin. Mais ça, c'est un choix personnel. C'est parce que j'ai juste envie que esthétiquement, ma vidéo paraisse bien. Mon montage, il est bien. Par contre, je sais que si j'avais délivré le même message en me filmant avec l'iPhone et en faisant des sous-titres sur CapCut, ça aurait eu le même impact. Ou en tout cas, ça se serait joué en termes d'impact. Donc, c'est plus un choix pour moi. C'est-à-dire que si tu as le luxe de pouvoir t'offrir un contenu de qualité à toi-même, en gros, et à ton audience, il faut le faire. Maintenant, si tu n'as pas le luxe et le temps ou l'argent ou l'énergie, j'en sais rien, pour faire du contenu qualitatif et bien le préparer, ça ne doit pas être un blocage ou un élément bloquant pour ne pas le faire, tu vois. Okay. Mais je pense quand même que les créateurs de contenu, les vrais, c'est des gens qui focus sur la qualité, tu vois. Et c'est quantité et qualité. Ouais, parce qu'il y aura toujours des ovnis, des gens qui prennent leur iPhone et qui font des TikTok, qui font des danses ou qui font des... Mais c'est pas la norme, quoi. En fait, c'est que c'est des ovnis et c'est souvent parce que c'est des personnes qui sont extrêmement jolies, tu vois, que ce soit un homme ou une femme. C'est un homme qui va être magnifique ou une femme qui va être magnifique. Elle va prendre son téléphone, elle va se filmer, peu importe ce qu'elle fait, son contenu va être viral, ou peu importe ce qu'il fait, son contenu va être viral. Mais pour moi, ça, c'est des ovnis, tu vois. Est-ce qu'on arrive sur la fin de cet after podcast. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux aborder avant qu'on termine, ou un sujet qu'on n'a pas abordé et tu dis putain, quand tu vas rentrer, tu vas marcher, tu dis putain, c'était cool avec Roger, en tout cas j'espère, mais j'ai oublié de dire ça, ou j'aurais dû dire ça. Non, franchement, là, honnêtement, je pense que j'ai déjà pas mal parlé. Hein. Trop bien. Franchement, je veux que tu partes de ce podcast avec la sensation de j'ai tout dit comme j'avais envie de le dire, je suis ok avec. Et j'ai pas de regrets en sortant du podcast. Ouais, non, après c'est comme tout, on peut parler pendant 4 heures si on voulait, mais au final on dirait un peu la même chose. Donc non, moi je pense que j'ai tout dit. Trop bien. Ah bah écoute, c'est le moment de terminer, c'est le moment du câlin, du bye bye. Merci beaucoup. Merci. Clément, ça fait vraiment plaisir. Ça fait plaisir de te rencontrer. Bah ouais, moi aussi. Fin. Merci d'avoir regardé cet épisode. N'oublie pas de t'abonner, de liker et de commenter. Merci et on se retrouve au prochain épisode.